11 milliards. C'est l'estimation du nombre d'objets perdus ou volontairement abandonnés chaque jour dans les océans. Sacré volume, n'est-ce pas? Dans cette vidéo, je vais aborder les pollutions marines. Comme vous vous en doutez, il est impossible d'être exhaustif. N'hésitez donc pas à enrichir les commentaires d'informations supplémentaires. Alors quand on pense à la pollution marine, on a directement le plastique en tête. Et comme j'en ai déjà fait une vidéo que je vous mets ici, je ne vais en parler que brièvement. La pollution par les plastiques a été multipliée par 10 depuis 1980. Les spécialistes ont d'abord pensé que la plupart des déchets marins, plastiques ou non, provenaient de rejets directs en mer. Mais il semble maintenant que près de 4/5 de ces déchets sont apportés en mer via les cours d'eau à partir des inondations, des envols de décharges ou du ruissellement urbain via les collecteurs d'eau pluviale. Il s'avère qu'environ 90% de tout le plastique qui atteint les océans de la planète est évacué par seulement 10 rivières, qui sont dans l'ordre le Yangtze, l'Indus, le fleuve Jaune, le fleuve Hai, le Nil, le Gange, la rivière des Perles, le fleuve Amour, le Niger et le Mekong. Alors, avant de taper sur les doigts des pays asiatiques, il serait juste de rappeler que les fleuves cités ont des bassins hydrographiques gigantesques et densément peuplés, et secondo, je rappelle que l'on exporte une partie de nos déchets dans certains des pays concernés. Alors voilà, en ce qui concerne les plastiques, l'autre pollution phare et très médiatisée des océans, ce sont les marées noires. L'origine des marées noires peut provenir de plusieurs causes. D'un navire à la suite d'un rejet volontaire, nommé d'ailleurs improprement dégazage, ou involontaire, comme un accident ou un naufrage par exemple. Il peut aussi provenir d'un accident sur une plateforme pétrolière, ou d'un accident industriel en bord de mer. Il peut aussi provenir d'un conflit armé, comme ce fut le cas lors de la guerre du Golfe, ou d'un accident de transport, c'est-à-dire un problème sur un pipeline. Au début des années 70, on évaluait à près de 3,8 millions de tonnes la quantité d'hydrocarbures de toutes sortes répandus annuellement dans les océans et les mers. La part des navires dans ces déversements d'hydrocarbures était alors estimée à près de 1,4 million de tonnes, soit près de 37% de ce total. Au début des années 2000, on considère que ce sont encore 3 millions de tonnes d'hydrocarbures qui se répandent annuellement en mer, mais que les navires ne sont plus qu'à l'origine qu'en moyenne de 300 000 tonnes, c'est-à-dire 10% du total et la cargaison d'un seul supertanker par an. Le reste de la pollution aux hydrocarbures se répartit comme suit. La pollution industrielle et domestique provenant des terres qui représente 70%, la pollution des activités d'extraction du pétrole offshore qui représente 10%, et la pollution, si on peut l'appeler comme ça, naturelle, c'est-à-dire celle provenant de certaines fissures dans les fonds marins, sorte de source sous-marine d'hydrocarbures, qui représente également environ 10% des apports annuels d'hydrocarbures dans les mers et les océans. Les conséquences d'une marée noire sont directes, comme le mazoutage des oiseaux, mais aussi indirectes, comme les pollutions dues aux composants du pétrole, comme le mercure par exemple. Cela explique que souvent, l'écosystème touché met des années à s'en remettre. Alors selon sa génération, on a chacun une catastrophe en particulier en tête. En ce qui concerne, et en 20 ans, c'est la catastrophe de la plateforme pétrolière Deepwater Horizon qui me vient directement en mémoire. Accident ayant eu lieu le 20 avril 2010, c'est en effet l'une des marées noires de grande ampleur où le journal TV nous tenait au courant des tentatives de colmatage de la fuite quasiment tous les jours. Cet accident a eu d'énormes conséquences. Au 15 juin 2010, ce sont 1152 animaux qui ont été trouvés morts dans la zone de déversement, dont 770 oiseaux, 341 tortues de mer et 41 dauphins et autres mammifères. Et tous les animaux morts n'ont probablement même pas été retrouvés. Il pourrait y avoir eu 50 fois plus de cétacés, c'est-à-dire baleines et dauphins, tués que ce qu'avaient estimé les premiers calculs. Début 2011, des centaines de dauphins dont des nouveau-nés sont retrouvés morts sur les plages de l'Alabama et du Mississippi. Le lien n'est cependant pas établi. Cet indice de toxicité différée semble encore en 2013 concerner la vie et la reproduction des mammifères marins. En effet, de 2000 à 2009, ce sont en général de 25 à 30 dauphins par an qui ont été retrouvés morts sur les plages du Golfe. Les 3 années suivantes, de 2010 à début 2013, ce sont au total 865 échouages de cétacés qui ont été signalés dans le Golfe, dont 95% étaient déjà morts. Toutefois, la catastrophe de Deepwater Horizon ne serait pas la seule en cause, car l'augmentation du nombre de mortalités anormales avait commencé début 2010, c'est-à-dire avant l'explosion. Cependant, cela n'a pas dû aider la situation des cétacés de la région. Revenons-en à notre nappe de pétrole. Le 2 juin, la superficie de la nappe de pétrole dépasse les 24 000 km². En comparaison, la superficie belge de 30 688 km². Au total, on estime le volume de pétrole répandu à 4,9 millions de barils, soit 780 millions de litres.
Les marées noires ne sont pas les seuls cadeaux laissés par l'industrie pétrolière aux cétacés. En effet, les sondages sismiques et les forages offshore sont extrêmement bruyants. Or, ces animaux sont extrêmement dépendants de leur environnement sonore. Des preuves scientifiques montrent que certains bruits produits sous la mer par les activités humaines perturbent et affectent parfois mortellement, directement ou indirectement d'ailleurs, certaines espèces. Les sources de bruit et vibrations sous-marines sont le trafic maritime, la plupart des systèmes de positionnement ou géopositionnement sous l'eau qui utilisent des signaux acoustiques, la prospection sismique et le forage sous-marin, l'utilisation de sonars et dans certains dispositifs de télémétrie, certaines expériences océanographiques, les guerres ou encore les explosions ou vibrations provenant de la côte et se propageant dans l'eau. Enfin, ça peut pas être si grave que ça quand même. Eh bien si, clairement. Exemple, la baleine bleue communiquait autrefois sur des océans entiers. Mais aujourd'hui, la pollution sonore a réduit de 90% sa portée acoustique. Pas pratique quand votre chant est le principal moyen que vous utilisez pour trouver une partenaire. La pollution sonore est un vrai problème méconnu du public. N'oubliez donc pas de vous abonner à cette chaîne car je vais bientôt faire une vidéo sur la pollution sonore, marine et terrestre. Je ne vous ai volontairement pas parlé d'une source de pollution sonore peu connue du public. Pour cela, direction la Manche, dans la fosse des Casquets, pour en savoir plus. Cette fosse est probablement un des endroits de la Manche où vous ne voudriez probablement pas vous rendre quand je vous aurai expliqué cette situation. En effet, dans cette zone, on a littéralement immergé des tonnes de munitions après la Seconde Guerre mondiale. Or, celles-ci sont en train de se détériorer et il arrive que certaines munitions détonnent aléatoirement. Le son et l'onde de choc brutale pouvant rendre sourds les cétacés qui passeraient par là. Il faut dire que quand on a une baleine, il ne fait pas bon passer par la fosse des Casquets. Peut-être avez-vous déjà d'ailleurs entendu ce nom pour une autre raison, la présence de déchets radioactifs. En effet, les Anglais et un peu les Belges ont eu la bonne idée d'aller y émerger des déchets de faible et moyenne intensité. Alors, en tant que telle, la pollution radioactive est faible, mais de tous les endroits possibles dans l'océan, on a été les mettre sur des stocks d'explosifs instables. On a quand même vu mieux comme idée, il faut bien l'avouer. Précisons tout de même que ce genre de rejet est interdit depuis une trentaine d'années, mais certains penseront peut-être à Fukushima où l'on compte rejeter de l'eau radioactive en mer. Sauf qu'en réalité, ce rejet n'est pas dangereux, car l'intensité des rejets est similaire au niveau de fonctionnement normal de la centrale. En effet, l'eau en question est filtrée de la totalité de ses radionucléides, seul le tritium échappe à ce filtrage, car c'est un isotope de l'hydrogène, et donc il prend sa place sur les molécules d'eau elles-mêmes. C'est donc impossible de le filtrer. Retour à la fosse des Casquets, car ces malheurs ne sont pas finis. En effet, après les explosifs et les déchets radioactifs, c'est ensuite un conteneur de 5 tonnes de lindane, qui est un pesticide très toxique, qui a coulé dans cette zone où en décembre 1993, le porte-conteneur Cherbourg a perdu 90 conteneurs, dont 10 contenant des pesticides. Cela dit, les pesticides n'ont pas besoin de tomber d'un bateau pour arriver en mer. Le ruissellement depuis les terres, puis par les cours d'eau, les ramène inévitablement vers l'océan où leurs impacts sont loin d'être tous connus. Repassons une dernière fois dans la fosse des Casquets où décidément il ne fait vraiment pas bon être un dauphin, car après le naufrage de pesticides, c'est le Levolison, chimiquier italien transportant environ 1000 tonnes d'alcool isopropylique, 1000 tonnes de méthyléthylcétone et surtout 4000 tonnes de styrène cancérigène qui coule le 1er novembre 2000 par 70 mètres de fond à 3 km seulement de la fosse des Casquets. Mais là encore, pas besoin qu'un chimiquier fasse naufrage pour que des produits chimiques arrivent dans l'océan. En effet, environ 300 à 400 millions de tonnes de métaux lourds, solvants, boues toxiques et autres déchets issus des sites industriels sont déversés chaque année dans les eaux du monde. Et les engrais qui arrivent dans les écosystèmes côtiers ont produit plus de 400 zones mortes dans les océans, ce qui représente environ 245 000 km², soit une superficie totale plus grande que le Royaume-Uni. Cela a dû à l'eutrophisation des eaux. Je vous renvoie à ma vidéo sur les engrais pour en savoir plus. Alors j'aimerais encore vous parler de deux des impacts du transport maritime ce coup-là. Premièrement, les collisions entre navires et cétacés. Ils posent problème dans certaines zones à forte densité de trafic. Leur évaluation est compliquée car il est dur pour les équipages de grands navires de se rendre compte quand ils ont heurté une baleine. Alors vous me direz c'est bizarre, mais il faut se rappeler que le nombre de pétroliers par exemple dépasse les 300 mètres de long. Deuxième impact, je ne fais que l'évoquer, mais sachez que les bateaux ont des ballasts et que leur vidange peut être une source de pollution par transport d'espèces invasives. Je vous renvoie cependant à ma vidéo sur le trafic maritime pour en savoir plus. En fait, cette vidéo est connectée à tellement d'autres que je vous conseille vraiment de regarder d'autres de mes vidéos pour mieux comprendre les menaces qui pèsent sur les océans. Ainsi, je peux vous conseiller ma vidéo sur les engrais, celle sur le transport maritime, celle sur l'acidification des océans, celle sur les plastiques, celle sur les baleines aussi. Toutes ces vidéos sont liées de près à celle-ci.
En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la partager, c'est super important. N'oubliez pas de la liker aussi, mais surtout, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.